Donc, quand de temps en temps, elle vous dit, ah chérie, vraiment, je suis fatiguée, il faut accepter qu'elle soit fatiguée. Moi, j'ai entendu des gens dire, ouais, même quand vous êtes fatigué, il faut donner. Non, c'est-à-dire, il faut une participation active des deux camps. On ne subit pas. Parce que si on subit, c'est une escroquerie. C'est quelque chose qui doit être fait pleinement. Donc, il faut tenir compte de certains facteurs, de certaines situations dans lesquelles on peut se retrouver. Bon, souvent, vous le dites, hein, les hommes, ils ont besoin de ça. Donc, quand bien même elle est fatiguée, il faut quand même donner. S'il veut prendre son pied tel que c'est, il n'y a pas de problème. Là, après, il ne se plaindra pas pour dire, ah, tu n'as pas participé. Non. Tu as choisi, c'est une option, tu as choisi, on t'a prévenu. Voilà, on te sert de l'eau glacée, tu bois. D'accord, alors Madame Aïssa-Moi, comment une panne sexuelle peut-elle dériver sur une infidélité? Alors, pour moi, je vais revenir sur ce que je disais depuis le début. Hein. Tout est une question de communication et aussi l'ambiance qu'il y a entre... Parce qu'il y a la communication, le fait de se parler, et puis il y a l'ambiance qu'il y a dans votre couple. Une panne sexuelle, d'abord je veux souligner que les pannes sexuelles, c'est pas que pour les hommes. Il y a des femmes rigides, il y a des femmes qui n'ont pas du tout de libido, c'est-à-dire elles n'ont pas d'envie sexuelle. Il y a des femmes aussi qui ont mal quand elles font l'amour, c'est qui désactivent carrément le côté sexuel chez elle, dans son cerveau. Donc, c'est des deux parts. Les deux parts. Il y a des femmes qui sont en panne sexuellement, il y a des hommes aussi. Maintenant, si ton conjoint qui est en face de toi, moi, je pense qu'on va aller maintenant sur le côté biblique. Et puis même sur le côté aussi social. Quand on va au mariage, quand on fait le serment de dire que je suis avec toi pour le meilleur et pour le pire, et que parce que monsieur ou madame est incapable de te satisfaire pour une période bien précise, tu connais les causes, tu ne l'accompagnes pas pour que vous trouviez ensemble une solution et que tu vas dehors, c'est méchant. C'est méchant, c'est possible. Il y en a qui le font parce que les êtres humains, ils sont ce qu'ils sont. Il y en a qui le font, mais pour moi, ça ne devrait pas être ainsi. On est ensemble. Quand c'est bon, c'est doux, on profite. Mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas te satisfaire ou que tu ne peux pas me satisfaire que directement, je vais courir dehors et prétester en griffe que je suis un homme, j'en ai besoin, le feu brûle en moi, chaque matin, je ne peux pas. Oui, je suis une femme, ça ne mange pas Au banane. moins, ça ne mange pas banane. Voilà, donc il faut assumer, il faut prendre ses responsabilités à tous les niveaux. Moi, je pense que la sexualité, comme papa l'a dit, c'est vraiment pour prendre pour consolider les choses. Donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas là-bas, on est deux. Voilà. Autant quand c'est bon, on est deux. Quand c'est mauvais, on est deux. Quand ça ne va pas, on doit être deux. Voilà. Alors, monsieur Kouan, Yo. j'aime bien ce nom. Hein? Alors, comment une panne sexuelle peut-elle dériver sur une infidélité pour vous? Parce que là, si madame n'arrive pas à être satisfaite à la maison, est-ce qu'elle peut partir dehors? Est-ce que cela peut l'emmener à être dehors? On va dire ça va dépendre de son éducation. Et puis aussi du fait que, je ne dirais pas une panne, mais des pannes répétées aussi peuvent créer ça. D'accord. Des pannes répétées. Donc, des pannes répétées peuvent envoyer dehors. C'est clair. Parce que, après, ça va dépendre du type de femme qu'on a. C'est lié à plusieurs facteurs. L'éducation, son engagement religieux, son amour. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Maintenant, étant donné que je suis un homme, moi je dis que si les pannes sont répétées, même si votre conjoint, votre épouse, elle a beau être bien, il faut faire attention. Si elle aime bien ça. Ouais, parce qu'après, ça peut déboucher à, comme vous le dites, l'infidélité. D'accord. Alors, papa? Oui, les pannes, il faut mettre ça dans le contexte de ce qu'on appelle les troubles sexuels. C'est un trouble sexuel comme la frigidité et autres là.
ça peut être, ce qu'on est en train de dire, c'est une impuissance érectile. C'est-à-dire, il ne démarre pas, comme les gens le disent. Et puis, ça peut être quelque chose de... Ça peut être, disons, comme il est dit, de façon périodique, ou alors ça peut être total. Ça, il faut préciser ça. Ça peut être aussi, peut-être, au début, il y a un démarrage brusque, et puis après, lors de l'intromission, paf, ça tombe. C'est frustrant, c'est vrai. Mais moi, je crois que dans ce genre de choses, c'est ensemble qu'on peut régler ça. Moi, je connais un couple où le monsieur, il était carrément... C'était une panne totale. La voiture avait coulé bielle. D'accord. Et c'est sa femme qui l'a aidé à retrouver sa virilité. Dans l'encouragement. Elle n'est allée l'une part et ça a duré 3 ans. C'est-à-dire qu'elle est restée 3 ans sans sexe. D'accord. Ok. Sans sexe. Parce que ce monsieur-là, après on s'est rendu compte que il était, c'est-à-dire, côté mental, il était mort. Il avait tellement de problèmes que ça a diminué. Il a chopé des maladies, je ne dis pas chopé, il a eu un diabète, alors que ça joue beaucoup sur l'érection. Ce genre de pathologie, ça joue les médicaments qu'on prend, l'hypertension, les trithérapies, ça joue beaucoup sur la virilité de l'homme. Et c'est elle qui l'a encouragé. Elle était à ses côtés pendant 3 ans. Et le monsieur a retrouvé sa virilité. Donc c'est ensemble. Il ne faut pas chercher. À la première difficulté, tu prends la tangente. C'est quoi ça? C'est pas comme ça qu'on vit. Que ce soit l'homme ou la femme. L'homme, tu vois, bon, ta femme, elle est un peu bizarre. Et puis toi, tu dis, ah, si c'est ça la Joe, je vais aller me chercher ailleurs. Non, tu n'iras nulle part. Le mariage, comme elle l'a dit, on dit pour le meilleur et pour le pire. Mais moi, je vais ajouter, pour le meilleur et pour les temps d'épreuve. D'accord. Ça peut être un temps d'épreuve pour voir ton assise. Et comme ça, elle l'a dit aussi, il y a le fait d'être compatible, c'est-à-dire compatible dans la religion. C'est-à-dire avoir les mêmes convictions religieuses et les mêmes convictions morales. C'est très important. Et quand on est là, on partage nos peines, on partage nos joies. Mais à la moindre pécadille, puis tu es parti. Ah, c'est pas bon. Tu vas maintenant et puis ça marche. On fait quoi dans ce cas? Si ça marche. Moi, tu as demandé. Si ça marche, qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'aimerais bien vous poser la question. Si ça marche, qu'est-ce qu'on fait? Si elle est partie et pendant son absence, ça marche, on fait quoi? Elle revient? Pendant son absence, qu'est-ce qui marche? Ça marche. L'homme. Ben, on la rappelle, si on tient à elle. D'accord. Ah, d'accord. N'es pas rancunier, toi? Non. D'accord. Alors, Madame Assamoah, que faire afin d'éviter tout désagrément sexuel après le mariage? Est-ce pratiquer le sexe avant le mariage pour voir si le monsieur il fonctionne bien ou faire autre chose? D'accord. Déjà, ce n'est pas parce qu'on pratique le sexe avant le mariage que la panne sexuelle ne peut pas arriver dans le mariage. Ce n'est pas aussi parce qu'on est resté chaste qu'on va rencontrer un homme qui n'est pas sexuellement compatible avec nous. Ce n'est pas forcément cela. Moi, je pense que c'est vrai, on parle de compatibilité sexuelle. Mais je pense qu'on apprend aussi à découvrir l'autre et à dire à l'autre, voilà ce que j'aime, voilà ce que je n'aime pas. Les couples qui sont chastes avant le mariage, dans le mariage, travaillent sur leur sexualité commune pour devenir un couple épanoui sexuellement. Les couples qui ont des relations sexuelles avant le mariage font de sorte à ce que cette compatibilité qu'ils ont découvert là grandisse après le mariage aussi. Ils améliorent les choses. Merci, pasteur. Donc, vous comprenez que le fait d'être chaste, je veux venir sur ce qui revient souvent. Ah, moi, je veux tester. Parce qu'il ne faut pas qu'on va arriver dans le mariage là-bas, là, ça ne démarre pas. Ce n'est pas uniquement le sexe qui ne démarre pas si tu es dans ce genre de cas. Ça veut dire que la personne même que tu as choisie, là, il y a un problème. Parce qu'il t'a menti avant de rentrer dans le mariage. Il n'a pas été sincère avec toi. Il t'a caché quelque chose qui est primordial pour vous. Le sexe n'est pas pour lui, c'est pour toi. Pour toi, c'est pour lui. Il ne peut pas te cacher ça. Si tu l'aimes vraiment, il t'en parle. Vous commencez à chercher des solutions et pas te concrétiser les choses dans le mariage. Si il te dit que tu ne l'aimes pas, tu vas partir. Le dysfonctionnement sexuel en général, c'est lié aux problèmes psychologiques.
et aux maladies parfois, comme le pasteur l'a dit, c'est des choses qu'on peut arranger. Maintenant, au cas où le gars, même lui-même, le médecin, c'est-à-dire le plus grand médecin a décrété que lui ne va jamais démarrer, avant le mariage, il est tenu de te le dire. S'il y a des femmes qui acceptent ça, peut-être que ça existe. Qu'est-ce que Dieu n'a pas encore créé? Si il te dit que tu n'acceptes pas, tu pars. Peut-être que ce n'est pas toi, ça compte. Donc moi, je pense qu'il faut être sincère dans tout ce qu'on fait, du début à la fin. Alors, M. Poignoua, j'aimerais bien savoir que faire afin d'éviter tout désagrément sexuel. Est-ce que pour vous, le sexe avant le mariage, vous préférez cela? Je ne sais pas. Personnellement, je dirais oui. Je dirais oui. Parce que déjà, quand j'aime un individu, je ne peux pas rester sans la toucher. D'accord. Voilà, ça c'est moi. Ok. Après, je respecte aussi si éventuellement j'aime la personne et que la personne me dit, écoute, moi, je préfère que non, on se marie d'abord. Je respecte aussi son point de vue. D'accord. Voilà. Ok. Donc, étant marié, vous allez toujours la désirer, c'est normal. Oui. D'accord. Et bon, maintenant, comment on fait pour éviter... parce que là, vous ne saviez pas qu'elle est peut-être frigide. Oui. Donc, comment vous faites? Vous arrivez dans le mariage et vous constatez cela. Comment vous faites? On va chercher les moyens ensemble de mettre fin à cette frigidité. Et puis, on prie que ça marche. Si ça ne marche pas aussi, bon, je ne sais pas, on va pas s'arrêter là. Ah, d'accord. Ok. On continue. D'accord. Est-ce que après, quelque part, il n'y aurait pas eu il n'y aura pas de, on va dire, de regret? Oui, si je savais, j'allais la tester d'abord avant de la prendre. Oui, quelque part, le regret, ça ne va pas manquer. Mais après, avec le degré d'amour, il y a toujours un moyen. On revient encore sur la communication, sur l'amour, sur l'engagement religieux. Il y a toujours un moyen de gérer, quoi, selon moi. Il y a toujours un moyen. D'accord. Alors, papa? La Bible dit, la grâce est trompeuse. Hein? La grâce est trompeuse. C'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée. En fait, quand on parle d'amour, ce n'est pas cette affection névrotique-là qu'on émet. Non, c'est pas ça. C'est une mauvaise compréhension de l'amour. L'amour, c'est accepter quelqu'un malgré nos différences. Accepter la personne telle qu'elle est, pas pour ce qu'elle est. Elle est frigide, je l'aime. Quand je regarde, ce n'est pas sa frigidité. Je l'aime, c'est-à-dire mon cœur épouse son cœur. Nos cœurs sont proches l'un de l'autre. Vous savez, souvent dans les foyers, pourquoi les gens se crient dessus? Parce que les cœurs sont éloignés. Et quand les cœurs sont éloignés, on est obligé de crier pour que l'autre comprenne. Mais quand on a les cœurs côte à côte, il suffit d'un regard et puis ça va. Il y a des enfants, moi je connais des couples qui n'ont pas d'enfants dans le foyer, mais ils sont extrêmement heureux. Ils vivent leur amour. Donc on dirait, non, ça c'est... Mais ils vivent, ils s'aiment. Ils s'aiment. De toute façon, quand on a des enfants là, on continue de s'aimer. Les enfants, ils sont venus nous trouver. Ce n'est pas eux qui vont augmenter ou bien ternir notre amour. Et ils sont venus nous trouver, on s'aimait. Donc, on reste tel qu'on est. Donc, moi, je crois qu'il n'y a même pas de problème. Il ne faut pas prendre prétexte de ça pour dire, ouais, je vais faire ça, je vais faire ça. Non, non, non. Il faut qu'on arrête ça. D'accord. Alors... Et puis, ça, il faut pratiquer. C'est-à-dire, comment on apprend? C'est en pratiquant. Exactement. On apprend tous. On découvre. En pratiquant, toi-même, tu peux trouver des stratégies, des astuces. Ce n'est pas l'autre qui va t'apprendre ça. Exactement. Il faut pratiquer pour apprendre. C'est très clair. Mais tu es là, tu vas aller regarder ailleurs, ils vont t'apprendre quoi? D'accord. Alors, Madame Assamoah, après le mariage, vous découvrez l'impuissance. Qu'est-ce qu'on fait? Divorce ou on dit, bon, comme nous sommes dans le Seigneur, ça va aller? Donc, on prend le cas de figure où on n'a pas eu de relation sexuelle. On est dans le cadre chrétien. Monsieur a vécu la chasteté, madame a vécu la chasteté. Et après le mariage, je me rends compte que mon mari est impuissant. J'ai déjà répondu à cette question. Comme je l'ai dit, ce n'est pas son impuissance qui va me pousser à voir le pasteur ou en parler à mon père ou à ma mère spirituelle pour dire que non, voilà. Il est plus à telle enseigne que même le jour du mariage, vous n'avez même pas pu consommer. C'est ce que je dis. Ce n'est pas cette raison-là qui va me pousser à me fâcher avec lui. D'accord. Vous comprenez?
C'est le fait qu'il m'ait caché cela. Le mensonge. Le mensonge, en fait. Le mariage, c'est fait sur la base du mensonge. De la confiance. Et si je n'ai pas confiance en toi, comment est-ce que je peux vivre avec toi tout le temps? Et je pense que tu ne m'as pas aussi fait confiance, sinon tu m'aurais parlé de ton problème avant qu'on aille se marier. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Tu vas dire, j'ai eu peur de te perdre. Mais qu'est-ce qui te dit que tu ne vas pas me perdre quand je découvre ça après? Parce que même, je pense que l'Église même n'admet pas qu'on n'ait pas de relation sexuelle. Si le mariage n'a jamais été consommé, je pense que le mariage n'existe pas en réalité. Donc, ça me donne le droit de dire que je ne veux plus de ce mariage, si je ne me trompe pas. Oui, alors, à quel moment tu m'as perdu? Quand tu as commencé à me mentir, tu es sûr de me perdre si je découvre après. Alors que si tu me dis, peut-être que je resterai, et en moi me connaissant, je vais tout de suite me dire, il faut qu'on voit un médecin. Mais pourquoi tu as ce problème? Non, il faut qu'on voit un médecin. Et puis, tac, tac, on commence à travailler là-dessus. D'accord. Alors là, le mensonge persiste toujours. Il ne vous a pas dit, est-ce que vous allez quand même faire la tête pour ce mensonge-là et aller à l'hôpital? C'est possible. C'est possible. C'est possible que dans la discussion après, je comprenne, voilà, c'est possible. Mais moi, je ne serais pas contente qu'il m'ait menti à ce sujet. Mais c'est possible, ça dépend de la relation en fait. C'est un point noir dans la relation. Vraiment. Et je ne sais pas, c'est un peu comme tu découvres que ta femme t'a été infidèle. C'est un point noir. Tu peux pardonner, tu peux prétendre pardonner, mais ça reste, ça laisse une marque dans votre relation. C'est la même chose. Ce mensonge va laisser une marque dans notre mariage. Que j'accepte de rester, ok, mais il y aura toujours quelque chose. Est-ce que je peux vraiment me fier à toi? Est-ce que je peux dormir la nuit tranquillement en me disant que cet homme-là, je peux compter sur lui? Peut-être que non, peut-être que oui. Donc, ça va dépendre de beaucoup de choses. Moi, je n'aime pas trop prendre les cas d'une situation pour transposer ça dans un mariage. Parce que pour moi, le mariage, c'est tellement complexe. Un être humain, c'est un être unique. Deux êtres humains. Imagine comment on fait pour rester ensemble. Tel couple ne peut pas. Non, moi là, chaque dimanche là, moi je mets une lingerie rouge. Et puis, ça c'est toi. Moi, dans mon mariage, il y a autre chose. C'est différent. Il y a des conseils qu'on prend en général, mais dans le couple, on adapte à nous deux. Donc, c'est la même chose. Ça peut fonctionner après. Je peux accepter, ça va dépendre de qui est en face de moi. Mais à la base, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui sera cassé parce que tu m'as menti. Voilà. Mais pour ce qui est du reste, on va essayer de voir. S'il faut que je parte, je ne peux pas vous dire là. D'accord. Il y a beaucoup de facteurs qui vont rentrer en ligne de compte. Rapidement, pour ne pas oublier, je crois que ce problème-là, il peut être résolu aussi au niveau de la médecine. Il y a des problèmes plus graves que la défaillance érectile. Par exemple, on va faire des examens médicaux pour voir s'il y a compatibilité. Parce que s'ils sont, je crois, SS, drépanocytose, il y a danger. On ne permettra pas qu'ils se mettent ensemble parce qu'il y a une certaine incompatibilité. Mais aussi, il y a le fait que la femme peut aller voir son gynéco. Aujourd'hui, la science a évolué. À partir de certains examens, on peut savoir qu'est-ce qu'elle a comme problème, qu'est-ce qu'elle n'a pas comme problème. Elle peut faire des tests de fertilité. Tout ça. L'homme aussi, on va le tester. Est-ce qu'il peut être viril? On le fait. Moi, j'ai demandé bien aux médecins, aux généralistes, aux gynécologues. Ils vont vous dire que pour les hommes, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on fait. Et la femme peut passer derrière pour dire, docteur, est-ce que... Voilà, c'est bon, ça marche. Elle est rassurée, puis on avance. D'accord. Alors, M. Président, j'aimerais vraiment savoir, en toute franchise, elle vous a menti, qu'elle a un souci sur le plan sexuel. Vous l'avez accepté. Comment vous réagissez? Après, de toute façon, vous savez, chez l'homme, quand il est en rapport sexuel avec une femme, qu'elle soit frigide ou pas, lui, il ressent quelque chose. Ah bon? Oui. D'accord. Ok. Qu'elle soit excisée, qu'elle ne ressente rien. Lui, à partir du moment où il rentre et qu'il touche, comme on dit, les yeux, le beau bout de main, là, c'est zo. D'accord. Tu vois. Maintenant, après elle a menti sur sa frigidité, bon, elle va assumer toute seule. On va faire avec. On va peut-être trouver le moyen, chercher pour voir comment est-ce que tu peux aussi ressentir quelque chose. Parce que moi, de toute façon, quand ça rentre, je sens. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, papa, est-ce qu'on peut tolérer un tel mensonge? Moi, je crois qu'un mensonge, c'est un péché. Un mensonge, c'est un mensonge. D'accord. Un mensonge, ça ternit la confiance. D'accord. Parce que, tu vois, ce qui souvent fait mal,
le monsieur ou bien la femme te soupçonne de quelque chose, elle a les preuves ou bien il a les preuves. Et quand il te demande, tu lui mens. Tu trouves des subterfuges, tu trouves des mécanismes de défense pour l'embrouiller, alors qu'il sait que tu as été prise ou pris en flagrant délit. Il dit, dis-moi chérie, dis-moi que c'est pas vrai. En fait, il veut la vérité. Je crois que la vérité va atténuer un tant soit peu son mal. Mais quand tu persistes dans le mensonge, c'est fini ça. Tu es en train de détruire progressivement quelque chose. Tout espoir de réconciliation. Donc, le mensonge, c'est quelque chose de négatif, quelque chose de destructeur, de néfaste, de mauvais. Il faut dire la vérité. La Bible même dit, dans Éphésiens, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. La vérité, il n'y a rien de tel. Dis la vérité, ce qui va arriver, va arriver. Moi, je crois. Donc, pour ce genre de cas-là, il faut chercher profondément la cause profonde du problème, du trouble que vit ton conjoint ou ta conjointe. Parce que il y a beaucoup de choses. Peut-être que ça a été à la base, il y a eu une maladie quelconque. Peut-être que le monsieur, il est stressé. Donc là, on l'accuse pas. Hein. On l'accuse pas. On cherche à comprendre. Ça peut être quelque chose qui est passager. C'est passager. Toi, tu dis, bon, comme ça ne marche pas, je m'en vais. Après, ça revient. Comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, ça dit, ce que tu veux continuer là, il ne faut pas gâter. D'accord. D'accord. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, hein, Madame Asamoah. Qu'est-ce qu'on va dire à cette personne qui se trouve en face d'une telle situation dans son foyer, impuissance ou faiblesse, elle n'est pas satisfaite, voilà, une telle femme. Qu'est-ce qu'on lui dirait pour terminer? Alors, je lui dirais déjà de se confier au Saint-Esprit, parce que Dieu, il sait tout. Et tout ce qui nous arrive, moi, je pense que Dieu ne nous a jamais mis devant une épreuve qu'il n'a pas encore préparée. C'est-à-dire, il a déjà la solution quand il te met là. Bah, ça va, je ne veux pas vous couper la parole, mais il y a des domaines où là, vraiment, on dit Saint-Esprit. Mets-toi à côté. Non, mais... C'est-à-dire, on parle, hein, mais au fond de nous, la réalité là, on dit, ah vraiment, c'est vrai Seigneur, c'est vrai. Je ne sais pas si vous voyez un peu oui, ce que je vois, pasteur. Mais pasteur, vous voyez, cette histoire de faiblesse sexuelle là, on a des préjugés là-dessus. D'accord. Peu de personnes sont informées si ce que c'est qu'une panne sexuelle ou une impuissance sexuelle. Donc quelque chose, tu ne sais même pas devant quelle épreuve tu te trouves. Donc tu ne peux pas paniquer d'un coup. C'est pour ça que je dis qu'il faut se tourner déjà vers... Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu te réserve au travers de ça. D'accord. Donc il faut se remettre. Il faut se remettre à Dieu. Et puis il faut vraiment être là pour la personne qui est en face de toi. Parce que quand c'est ton mari ou c'est ta femme, la première personne sur qui il est censé pouvoir compter, c'est toi. C'est toi, pardon. Donc c'est pas à toi de... D'accord. Pas oublier le vœu que vous vous êtes fait. C'est ça. D'accord. Alors, M. Kouanimo, qu'est-ce qu'on va dire à ces personnes qui se retrouvent dans cette situation de faiblesse? De faiblesse, de part et d'autre, peu importe qui c'est. D'accord, on va dire, il faut garder la foi. Il faut se dire que quand on aime, c'est pour de vrai, à moins qu'on soit dans le mensonge. Et quand c'est pour de vrai, il faut soutenir l'autre. Je pense qu'on ne se met pas ensemble pour être des ennemis. D'accord. D'accord. On se met ensemble parce qu'on croit que même s'il y a des problèmes, ça peut marcher. Voilà. Personnellement, je ne suis pas avec ma copine ou bien avec ma femme pour la détruire, pour l'annihiler. Non. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on doit pouvoir le résoudre ensemble. D'accord. Alors, papa? Moi, je crois qu'il faut se mettre ensemble, comme il a dit. Il faut se soutenir mutuellement parce que il y a des épreuves. Quand nous sommes la vie à deux a des revers, a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui nous attendent, des surprises. Donc, il faut pouvoir se soutenir. Tout est une question de comment on a commencé et de l'atmosphère qu'il y a dans le foyer. S'il y a l'amour véritable, la Bible dit l'amour excuse tout. D'accord. L'amour excuse tout. Donc, il faut se soutenir mutuellement. L'amour excuse tout, donc même s'il y a faiblesse et impuissance, on excuse. S'il y a faiblesse et impuissance, moi je crois qu'elle a dit, si c'est quelque chose qui était avéré avant le mariage, là c'est un autre cas, on va traiter. Mais si c'est 1 an après avoir vécu une vie conjugale épanouie, que la faiblesse survient, suite à quelque chose, on peut, si c'est suite à quelque chose, aujourd'hui,
Demandez au gynécologue, c'est des choses qui se guérissent facilement. Hein. D'accord. Donc, il ne faut pas tout de suite casser la baraque. D'accord. Faites Ok. patience surtout. Oui, la patience, surtout, et la communication également. Voilà. Merci beaucoup, papa, et merci à nos invités de ce jour, à Mme Assamoah Audrey, chef d'entreprise, responsable commercial et coach de vie, à Monsieur Sarr Océinou Pagnoan, développeur web, infographe, musicien et notre consultant de tous les jours, le pasteur Bois-Biléjus. Alors moi, je dirais pour finir, les relations amoureuses reposent sur des bases solides, comme quoi s'engager envers l'autre, donner de soi et construire une vie ensemble, jour après jour et brique après brique. Également, le sexe est une belle expression de l'amour qu'un couple partage au niveau le plus profond. C'est sur ces mots que je vais vous quitter et on va se donner rendez-vous la semaine prochaine, 17h30 bien sûr, toujours sur le canal des Bénis. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Au revoir.